Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo qui va vous concerner si vous avez un prêt immobilier en cours et que vous vous interrogez sur l'opportunité de changer votre assurance d'essai en fait, que vous avez contractée avec le prêt dans votre banque ou chez un assureur. Donc, je vous propose cette vidéo puisque il y a quelque temps, je vous avais fait une première vidéo sur le prêt immobilier et les petites astuces justement qu'on pouvait mettre en place quand on avait un projet immobilier. Cette vidéo, je vous la remets là-haut, elle avait plutôt bien marché et du coup, je me dis que l'assurance, c'était un sujet, hein, quand on s'intéresse à son budget, l'assurance, de prêt, c'est un bon petit budget et que du coup, la loi le permettant beaucoup plus facilement aujourd'hui, certains et certaines d'entre vous pourraient être intéressés par le fait justement d'aller regarder ce qui se passe ailleurs. Donc on va regarder dans cette vidéo, si c'est une bonne idée, de changer d'assurance de prêt et à quoi, vous allez devoir, faire particulièrement attention, si vous, souhaitez changer votre assurance. Alors l'assurance de prêt, l'assurance, décès, invalidité, incapacité, elle sert à quoi? Beh, elle sert, à vous protéger, si jamais, vous aviez, une baisse de revenus, un arrêt de travail par exemple, que ce soit à cause d'une maladie, à cause d'une, invalidité temporaire ou définitive et aussi bien entendu donc pour la partie décès, à protéger, soit votre conjoint, soit, vos héritiers si, il, vous arrivait malheur. Donc effectivement, depuis, quelques mois, il y a une loi qui s'appelle la loi Lemoine et qui, vient vous permettre beaucoup plus facilement de changer, d'assurance de crédit. Alors l'intérêt de cette loi, c'est que dorénavant, vous pouvez changer à tout moment et ça sans préavis, d'assurance de crédit. Donc vous pouvez le faire dès le lendemain du jour où vous avez signé vos offres de prêt. La banque ne pourra pas vous refuser, ne pourra pas mettre du délai. Il n'y a plus d'histoire de date anniversaire, et cetera, ou de première année, ou et cetera, toutes les lois précédentes. Et du coup, maintenant, n'importe quand, à quel moment, que ça soit que votre prêt ait 1 jour, 1 an, 10 ans, vous pouvez effectivement changer d'assurance. Alors les banques vont, vous demander une équivalence de garantie. Alors une équivalence de garantie, c'est pas une équivalence exacte. Ils veulent pas que vous ayez exactement le même produit, mais par contre, il y a alors il y en a pas beaucoup, il y en a qu'une dizaine, d'équivalences. Votre assurance ne pourra pas être moins disante, moins couvrante que celle de la banque, mais c'est très limité et du coup, on ne peut pas, seulement se baser sur ces équivalences de garantie parce qu'elles sont vraiment trop légères, et si on regarde effectivement que ces équivalences de garantie, le risque que vous prenez en changeant d'assurance sans regarder plus loin, c'est d'être moins bien couvert. Donc pourquoi on veut changer d'assurance? Bien sûr pour faire des économies. On est bien d'accord, hein, souvent les assurances des banques sont assez chères et du coup, les assurances que vous proposez d'autres personnes, donc des assureurs externes, peuvent vous faire gagner beaucoup d'argent. Et quand je dis beaucoup d'argent, ça peut vous faire gagner sur une durée de crédit 5 000, 10 000, 15 000 €, hein. C'est des grosses sommes. Mais il y a un mais, il y a un mais, c'est que, en général et effectivement, si c'est moins cher, il y a souvent une raison. Alors vous allez me dire: «Bah non, mais c'est parce que la banque se gave». Alors, pas forcément. Désolée, hem, mais pas forcément. Alors je ne dis pas que vous trouverez pas des mêmes garanties ou des garanties supérieures ailleurs moins chères. C'est possible dans l'absolu, mais il va falloir aller bien regarder et bien comparer parce que ce n'est pas toujours, hyper flagrant
les différences, quand on n'est pas assureur, elles ne sont pas, hyper claires. Il va falloir aller regarder, hein, dans votre contrat, dans le projet que va vous remettre l'assureur, certains points, pour aller vérifier que vous serez toujours bien couvert. Alors, la garantie qui va être la plus souvent utilisée, dans, le cadre d'une assurance de crédit, c'est ce qu'on appelle l'incapacité de travail. Donc l'incapacité de travail, c'est que vous n'êtes pas en mesure, pendant une durée déterminée, de faire votre travail. Parce que vous êtes malade, parce que vous avez eu un accident, voilà, et que du coup, pendant un certain nombre de jours, alors ça va pas marcher pour un rhume, voilà, mais pendant un certain nombre de jours, vous ne pourrez pas travailler. Alors qu'est-ce que va faire l'assurance pendant cette durée-là? C'est que, elle va payer à votre place le crédit. Donc ce qu'il va falloir particulièrement regarder dans la partie incapacité de travail, donc en général c'est ITT, interruption temporaire de travail, c'est la durée de la carence. C'est-à-dire que quand vous allez déclarer que vous êtes malade ou que vous avez eu un accident et que vous ne pouvez pas travailler, l'assurance ne va pas vous indemniser dès le premier jour. Il va y avoir une carence, une durée pendant laquelle il ne se passera rien. Alors vous devrez déclarer votre arrêt de travail, mais l'assurance ne va pas intervenir tout de suite. Suivant les contrats, vous allez avoir une durée de carence qui va pouvoir varier. En général, on va avoir des carences qui vont pouvoir être de 30 jours pour les très bons contrats, 60 jours, 90 jours, voire même 120 jours. Donc 120 jours, c'est 4 mois. Donc il faut être quand même sacrément malade. Donc si votre contrat, effectivement, de la banque est un contrat à 90 jours, peut-être que vous pourrez trouver mieux ailleurs. Par contre, si vous avez une durée de carence de 30 jours, peut-être qu'il ne serait pas pertinent d'aller, pour gagner quelques euros, rallonger cette durée à 90 jours, pourquoi pas. La deuxième chose à bien aller regarder, c'est la notion de perte de revenus. Quand vous êtes malade, quand vous êtes en arrêt de travail, vous allez être payé par la caisse de sécurité sociale pour une partie de vos revenus, pas la totalité en général. Par contre, dans certains régimes, avec certains employeurs, vous pouvez avoir une garantie de revenus. Donc en fait, vous ne perdez pas de revenus quand vous êtes malade. Certaines assurances estiment que si vous ne perdez pas de revenus, elles ne vont pas entrer en jeu, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas prendre en charge votre crédit. Alors que d'autres contrats, que vous ayez ou non une perte de revenus, elle va, dans tous les cas, payer à votre place. La troisième chose à regarder dans le cadre de l'incapacité de travail, c'est la prise en charge en cas de non-activité. Donc que vous soyez au foyer pour vous occuper des enfants, que vous soyez en période de chômage, certaines assurances partent du principe que si vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas être en incapacité, en arrêt, on va dire, et que par conséquent, elle ne va pas vous prendre en charge. D'autres assurances qui sont plus couvrantes vont estimer que même si on est à la maison, on fait des choses, on ne reste pas à rien faire à la maison, voilà, et que par conséquent, si vous êtes malade, l'assurance interviendra et prendra en charge votre mensualité. Roger et Josiane Malodo ont un crédit immobilier qui leur coûte 900 € tous les mois. Ils sont assurés à 100% par tête, c'est-à-dire que l'un comme l'autre sont assurés au maximum. Roger a une hernie discale qui doit se faire opérer et qui va l'empêcher de travailler pendant 6 mois. Que va-t-il se passer? Alors on a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est que Roger a de la chance, son employeur, lui, dans sa convention collective, en fait, il a un maintien de salaire pendant 6 mois. Donc du coup, Roger ne va pas avoir de perte de ses revenus, il va continuer à toucher son salaire de 1 800 € net tous les mois. Dans son contrat,
il est mentionné la chose suivante, il a un délai de carence de 30 jours et il n'a pas de notion de perte de revenus. L'assurance va donc lui verser 900 €, donc la totalité de la mensualité, pendant 5 mois, puisqu'il a été arrêté pendant 6 mois et il avait un mois de carence, donc il va toucher 4 500 €, sachant qu'il n'a pas de baisse de revenus. Cet argent-là, ma foi, il pourra en faire ce qu'il veut, il pourra partir en vacances, il pourra l'épargner, il en fait ce qu'il veut. Deuxième cas, Roger a toujours son maintien de salaire grâce à son employeur. Il va donc toujours toucher son salaire de 1 800 € tous les mois. Dans son contrat, il est mentionné quoi? Il est mentionné qu'il a un délai de carence de 90 jours, donc 3 mois, et qu'il ne touchera quelque chose qu'en cas de perte de revenus. Or, on l'a dit, notre Roger n'a pas de perte de revenus. Donc l'assurance va lui verser la folle somme de 0. Il n'aura rien du tout puisque, effectivement, la notion de perte de revenus dans son contrat fait que, avec le maintien de salaire, il n'aura rien. Troisième cas, le Roger n'a pas de maintien de salaire. Il est donc considéré comme la plupart des gens. Et du coup, son salaire, ça sera 50% de son brut. Donc, il va toucher, en termes de prestations de la sécurité sociale, pendant tout son arrêt, 1 154 € par mois. Il a un contrat d'assurance dans lequel il est mentionné un délai de carence de 90 jours et une perte de revenus, avec perte de revenus. Donc, que va lui verser l'assurance? L'assurance va lui verser la différence qu'il y a entre son ancien revenu et son revenu pendant son arrêt. Donc, en fait, elle va lui verser 646 € et elle va lui verser 646 € pendant 3 mois, puisqu'il est arrêté 3 mois, mais qu'il a 3 mois de carence. Donc, l'assurance lui versera 1 938 €. Donc, vous voyez, 3 possibilités, 4 500 €, 1 938 € ou rien du tout, juste à cause d'une petite ligne dans le contrat. Quand on va un petit peu plus loin, donc ça c'était une incapacité qui était temporaire, on peut avoir aussi une prise en charge pour ce qui concerne l'invalidité. Donc c'est je suis pas dans ma totale capacité à travailler, je ne peux soit pas du tout, plus du tout, soit seulement partiellement. Et la PTIA, donc la PTIA, c'est la perte totale et irréversible d'autonomie. Ça veut dire que vous n'êtes plus en mesure d'effectuer les gestes du quotidien, c'est-à-dire vous laver, manger, vous habiller, etc. Donc quand vous êtes en perte totale et irréversible d'autonomie, vous n'êtes plus du tout en mesure de travailler. Vous avez un taux d'invalidité qui est très important et qui vous empêche du coup d'avoir une activité rémunérée. Quand vous êtes en invalidité, par contre, en fonction de votre taux d'invalidité, vous pouvez ou non exercer une profession. Peut-être pas celle que vous faisiez à la base, si par exemple vous avez une invalidité physique et que, par exemple, si vous avez des problèmes de dos importants et que dans votre travail, vous portez des charges, mais pour autant, vous avez quand même la capacité de faire un travail, pourquoi pas un travail de bureau. Donc, vous êtes en invalidité dite partielle. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir regarder dans votre contrat? Il va falloir regarder le taux d'invalidité à partir duquel vous allez être pris en charge. Puisqu'effectivement, la sécurité sociale, quand vous êtes en invalidité, quand vous souhaitez demander votre invalidité, va vous, suite à des examens, etc., va vous donner un taux d'invalidité. Et l'assurance, elle va vous prendre en charge à partir d'un certain taux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que vous serez en invalidité, l'assurance va payer les mensualités à votre place. Donc, il va falloir regarder à partir de quel taux d'invalidité vous allez être pris en charge. Est-ce que c'est 30% d'invalidité? Est-ce que c'est 60% d'invalidité? Alors, 60% d'invalidité, c'est une invalidité lourde. Donc, à voir que ce taux d'invalidité ne soit pas trop important. La deuxième chose à regarder, ça va être effectivement s'il est noté dans votre contrat qu'on vous reconnaît en invalidité, que ce soit à cause d'une incapacité à exercer votre profession à vous, ou bien en invalidité suite à l'incapacité d'exercer toute profession.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est beaucoup plus couvrant pour vous quand il est noté dans le contrat, incapacité d'exercer sa profession. Si je reprends, l'exemple de tout à l'heure, vous avez des problèmes de dos et vous avez un métier qui, vous oblige à porter des charges lourdes. S'il est noté dans le contrat que vous serez pris en invalidité si, vous êtes en incapacité d'exercer toute profession et que vous, de votre côté, on vous reclasse, par exemple, dans un métier de bureau, le contrat d'assurance ne prendra pas en charge vos mensualités, puisque vous êtes en capacité quand même de travailler dans un autre métier. Par contre, s'il est noté que ça sera dans le cadre d'une incapacité à exercer votre profession, la vôtre, à ce moment-là, effectivement, même si vous continuez à travailler, mais dans un autre métier, à temps partiel, à temps complet, on s'en fiche, mais vous serez pris en charge par l'assurance puisqu'effectivement, vous n'aurez plus la capacité de travailler sur votre poste de départ. La troisième chose à regarder, c'est est-ce que les paiements qui vont avoir lieu sont-ils indemnitaires ou forfaitaires? Forfaitaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple une assurance va vous dire pour 30% d'invalidité, on va vous verser 50% de la mensualité. Voilà, c'est un forfait, quelle que soit, on va dire, votre perte de revenus. C'est beaucoup plus couvrant que dans une assurance qui va vous proposer une indemnisation dite indemnitaire. Une prestation indemnitaire, ça veut dire que ça va être seulement un pourcentage qui est celui de la perte de vos revenus. Si vous n'avez pas de perte de revenus suite à une invalidité, parce que par exemple vous avez été reclassé, eh bien à ce moment-là, l'assurance ne prendra rien en charge. Il va falloir aussi aller regarder dans le contrat quelles sont les exclusions. Alors vous allez voir, si vous lisez vos contrats d'assurance, il y a tout un tas d'exclusions. Plein de choses qui ne fonctionnent pas. Alors il y en a qui sont un petit peu farfelues. Je ne sais pas si vous avez déjà lu vos contrats d'assurance, mais dans tous les contrats d'assurance, par exemple, il est marqué que l'assurance ne prendra pas en charge s'il y a une fusion ou une scission, je ne sais plus, du noyau de l'atome. C'est-à-dire que s'il y a une explosion nucléaire, vous ne serez pas pris en charge. Bon, ça, c'est des exclusions communes. Par contre, sur certains contrats, vous allez avoir des exclusions qui peuvent être plus embêtantes. Alors, ça va être pour, par exemple, la pratique de sport à risque ou dit à risque. En fonction des assurances, ces sports à risque ne sont pas les mêmes. Alors effectivement, toutes les assurances, dans la plupart des assurances, on va retrouver par exemple dans beaucoup d'assurances, on va retrouver les sports à moteur. Donc vous conduisez une voiture de rallye, si vous arrive un accident, vous ne serez pas pris en charge. Voilà. Mais certaines assurances considèrent beaucoup de sports comme des sports à risque. Le ski par exemple. Donc, une assurance dans les exclusions où il y aurait noté sport à risque ski, c'est-à-dire que vous avez un accident de ski, vous vous cassez les 2 jambes, vous ne pouvez pas travailler pendant 6 mois, et vous ne serez pas pris en charge par l'assurance. Pareil en ce qui concerne les métiers dits dangereux. Certaines assurances estiment que si vous pratiquez un métier qu'elles estiment dangereux, vous ne serez pas pris en charge. Alors ça peut être des métiers qui sont dans la police, dans l'armée, mais aussi d'autres métiers, des gens qui, par exemple, lavent des vitres en hauteur. Ça peut être plein de métiers dans lesquels on a des risques physiques, effectivement. Donc, à bien regarder, si jamais vous exercez un métier qui peut être considéré comme dangereux, ou si, entre-temps, vous avez changé de métier. Voilà. Et enfin, la dernière chose, allez bien vérifier s'il y a des exclusions concernant l'âge et l'état de santé. Alors, pourquoi c'est important de regarder? Parce que maintenant, avec la loi Lemoine, si vous faites un crédit de moins de 200 000 € par personne, vous n'avez plus de questionnaire de santé. Du coup, l'assurance va vous accepter quel que soit votre état de santé, même si vous êtes très malade. Ils n'en sauront rien puisqu'il n'y aura pas eu de questionnaire de santé. Donc, allez bien vérifier qu'il n'y a pas des exclusions dans l'offre d'assurance, j'allais dire dans l'offre de prêt, dans l'offre d'assurance qui exclurait certaines maladies ou si jamais l'âge
en fin de prêt était suffisant. Parce que imaginez que votre crédit est censé se finir à vos 70 ans. Si vous prenez une assurance qui arrête de vous couvrir à partir de vos 65 ans, ça fait qu'il y a pendant les 5 années les plus risquées, qui plus est, vous ne seriez pas pris en charge en cas de décès, par exemple. Donc, c'est à bien vérifier. Si vous avez trouvé une assurance qui respecte, on va dire, tous les points que j'ai vus précédemment, il faut quand même bien être conscient de certaines choses. Parce que si vous ne les faites pas, vous risquez d'avoir des soucis le jour où vous aurez besoin d'une indemnisation. Donc, quand vous faites votre assurance de crédit auprès de la banque, ils sont en lien, l'assurance est en lien avec la banque, donc soit parce que c'est la même entreprise, soit parce que c'est une filiale, c'est très souvent une filiale, soit parce que c'est des grosses assurances qui ont un lien vraiment fort avec la banque. On n'a rien à faire, on n'a rien à déclarer, le crédit et l'assurance continuent tout simplement. Si vous optez pour une assurance externe, elle ne communique pas avec la banque. Donc, et c'est noté sur les contrats, mais sauf qu'on ne les lit pas parce que ça fait 50 pages. Mais il est bien spécifié dans tous les contrats d'assurance externe, donc qui n'est pas fait par la banque, que si vous avez un changement de vie à tout moment du crédit, il va falloir prévenir votre assureur. Alors un changement de vie, c'est quoi ? Ça peut être un changement de métier. Ça peut être un déménagement, enfin un déménagement en général, on le dit. Ça peut être aussi un problème médical. Ça peut être aussi le fait, par exemple, de se mettre à fumer. Donc voilà, pourquoi pas. Mais tous ces changements de vie-là, il va falloir les déclarer à l'assureur. De même, vu que l'assurance n'est pas en lien avec la banque, il va falloir prévenir votre assureur à chaque fois que vous allez faire un changement sur le crédit. Donc, si vous rallongez la durée de votre crédit ou si vous la raccourcissez, si vous faites une pause de mensualité, une réduction de mensualité, si vous faites un remboursement anticipé partiel, il va falloir prévenir votre assureur externe. Si vous ne le faites pas, qu'est-ce qu'il va se passer ? Le jour où vous aurez un sinistre, si vous en avez un, je ne l'espère pas, mais ça peut arriver, c'est fait pour ça, on va dire. Si vous avez un sinistre et que l'assureur se rend compte que vous n'avez pas déclaré un changement, que ce soit dans votre vie ou sur le crédit, ils vont effectuer ce qu'on appelle une règle proportionnelle de prime. C'est-à-dire qu'ils vont aller regarder le risque supplémentaire que ça aurait eu pour eux, la prime que vous auriez dû payer, effectivement, à ce moment-là. Et du coup, ils vont faire une espèce de règle de 3 en disant, par exemple, vous payez 100. Au vu des risques, vous auriez dû payer 200 tous les mois. Et à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est que votre indemnisation qui était prévue, on va la diviser par 2, puisque vous avez payé seulement la moitié de ce que vous auriez dû payer. Donc, c'est lourd de conséquences. Ils peuvent aussi dire non, on ne rembourse pas parce que c'est une fausse déclaration, une omission de déclaration, du coup c'est une fausse déclaration. Qu'est-ce qui peut se passer quand vous allez faire ces déclarations auprès de l'assurance ? C'est qu'ils vont pouvoir, c'est prévu, revoir votre mensualité d'assurance. S'ils estiment que le risque est plus important, imaginons que vous vous êtes mis à fumer, et qu'ils estiment que c'est un risque supplémentaire, à ce moment-là, peut-être que votre mensualité passera de 100 € à 110 €. Elle n'est pas gravée dans le marbre, alors qu'avec la banque, vous pouvez bien vous mettre à boire, vous mettre à fumer, à faire tout ce que vous voulez, votre mensualité ne changera jamais. Attention aussi quand vous allez changer d'assurance, si jamais vous avez plus de 200 000 € de crédit par personne, vous pouvez avoir un nouveau questionnaire de santé, vous aurez un nouveau questionnaire de santé. Si vous avez eu une dégradation de votre état de santé entre le moment où vous aviez fait le crédit et votre questionnaire de santé et aujourd'hui, ma foi, il peut y avoir effectivement des exclusions d'assurance liées à votre santé, voire des refus. Donc ce nouveau questionnaire de santé, avec la loi Lemoine, on n'est pas concerné quand on est en dessous de 200 000 €, donc c'est déjà une belle somme. Mais si jamais il y a questionnaire de santé, c'est un risque. De plus, vous aurez forcément vieilli entre le moment où vous avez fait le prêt au départ et le moment où vous allez
faire une assurance externe. Donc, il peut y avoir effectivement un coût supplémentaire à cause de l'âge. Et enfin, faites attention à vos quotités d'assurance. Quand vous avez fait votre assurance avec votre banque, ils vous ont dit, ou ils vous ont imposé parfois, d'être assuré à un certain pourcentage. Donc, un prêt doit être au minimum assuré à 100%. C'est un minimum. Donc, si vous êtes tout seul à faire le crédit, vous avez une assurance à 100%. Quand vous êtes deux, il y a un minimum d'assurance de 100%, ce qui peut faire par exemple 50% chacun, et un maximum à 200%, donc 100% par personne, avec toutes les possibilités entre les deux. On peut être assuré à 70%, à 40%, etc. Voilà. Donc faites attention à ne pas brader vos quotités d'assurance pour essayer de gratter un petit peu d'argent. Pourquoi ? Parce que si vous allez enlever un pourcentage d'assurance, forcément, vous serez moins bien indemnisé. Quand vous êtes assuré à 50-50 sur un crédit, que vous êtes deux, ça veut dire que s'il arrive quelque chose à l'une des deux personnes, la deuxième personne devra continuer à payer la moitié de la mensualité. Si vous êtes assuré à 100% chacun, et qu'il arrive quelque chose à l'un d'entre vous, ce que va faire l'assurance, c'est qu'elle va rembourser directement le capital restant dû à la banque. Donc, il n'y aura plus de crédit. Il aura été purement et simplement remboursé. On va prendre un petit exemple par rapport à ces quotités d'assurance. On a un petit couple qui s'appelle Kevin et Jennifer, qui sont des jeunes parents de 2 enfants de 1 an et 3 ans. Ils ont un crédit immobilier de 700 € chaque mois. Monsieur travaille à temps plein, il a un salaire de 1700 € et madame est actuellement en congé parental. Avant, elle travaillait, elle avait un salaire de 1600, mais depuis qu'elle a eu son 2e enfant, depuis 1 an, elle a choisi d'être en congé parental. Or, Jennifer décède. Qu'est-ce qu'il peut se passer dans ce cas-là ? 22 possibilités, en fait. Dans le cas numéro 1, ils étaient assurés à 100% chacun. Donc, du coup, l'assurance va rembourser la totalité du crédit et Kevin n'aura plus de crédit. Dans le cas numéro 2, ils étaient assurés à 50% chacun. L'assurance, elle va donc rembourser 50% du crédit et Kevin, lui, va continuer à rembourser jusqu'au terme 350 € tous les mois. Alors comme ça, a priori, on peut se dire, ça va, il a un salaire de 1700, 350 de crédit, ça va passer. Oui, sauf qu'il y a des petites choses auxquelles Kevin et Jennifer n'avaient pas pensé. Et effectivement, ils ont des enfants qui sont petits, qui ne sont pas forcément scolarisés, en tout cas pas pour le tout petit, et puis même pour le plus grand des 2 enfants, mais ma foi, il va avoir des horaires qui vont pas forcément coïncider avec ceux de Kevin. Et du coup, Kevin va sûrement devoir trouver un moyen pour faire garder ses enfants. Donc ça va avoir un coût. Effectivement, ils vont avoir une assistante maternelle ou une crèche. Il va avoir des aides, effectivement, mais ça, c'est jamais complètement pris en compte. Et du coup, là, on va dire que, par exemple, la nounou va coûter à Kevin, pour les 2 enfants, de sa poche, 500 € par mois. Et puis peut-être que Kevin a un travail qui l'occupe beaucoup et que du coup il va faire appel à une société de service ou à une personne pour faire un petit peu de ménage chez lui pour, imaginons, 200 € par mois. On rajoute à tout ça que, ma foi, qu'on soit 3 ou qu'on soit 4, la plupart des coûts de la vie quotidienne changent assez peu. Alors oui, effectivement, il y aura peut-être un abonnement de téléphone portable en moins, il y aura peut-être un petit peu d'essence en moins, et encore, parce que Kevin fera plus d'aller-retour du coup par rapport aux enfants. Les courses, ma foi, il va gagner un petit peu, mais pas énormément. Donc en fait, ces charges fixes vont relativement peu bouger. Et du coup, effectivement, notre Kevin, avec ses 350 € de mois de crédit, plus ses 500 de nounou, plus ses 200 d'aide ménagère, et puis, ma foi, peu de gains dans ses charges fixes, il va avoir beaucoup de mal à joindre les 2 bouts. Il va s'en voir énormément puisque on est à 350 plus 700, on est à 1050 de charges fixes alors qu'il n'a qu'un salaire de 1700 €. Donc ça risque d'être
un petit peu serré. Voilà, donc effectivement, l'assurance à 100% peut sembler plus chère, peu pertinente, surtout quand il y a une des deux personnes qui ne travaille pas. Mais il faut bien se rendre compte que quand on a des enfants, surtout quand on a des enfants, et qu'on se retrouve seul avec des enfants, les coûts du quotidien explosent. Et que du coup, d'avoir son prêt pris en charge, ça fait quand même du bien. Donc voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour, donc vous avoir donné quelques pistes de réflexion si vous souhaitez changer d'assurance. Alors, faut pas du tout que ça vous démotive, hein. Au contraire, c'est effectivement une bonne chose, hein, d'aller regarder, mais maintenant, ça va être à vous d'aller comparer. Comparez effectivement votre contrat. Ne vous arrêtez pas juste à ce que va vous dire votre assureur ou à ce que va vous dire votre banquier, mais sachez aller un peu plus loin. Lisez entre les lignes, ou en tout cas lisez les lignes, lisez vos contrats et réfléchissez aux impacts que peut avoir un changement de votre assurance par rapport au futur. Alors, effectivement, hein, ce n'est pas... le gain est certain, on va dire, hein, effectivement, on est sûr quand on change d'assurance de gagner de l'argent à court terme, mais pensez bien que l'assurance, elle est là pour vous protéger. Donc, ne bradez pas votre sécurité financière, la sécurité financière de votre famille, et essayez effectivement de trouver le contrat qui va vous couvrir le mieux possible au meilleur prix. Voilà pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à la commenter. Vous pouvez effectivement me faire part de ce que vous en pensez, de vos expériences, si vous avez changé d'assurance, combien vous avez gagné, dites-moi tout, et puis bien sûr, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas, vous pouvez liker la vidéo, la partager si vous avez des amis qui envisagent de changer d'assurance et qui sont un petit peu perdus dans le comparatif des contrats, et vous pouvez bien sûr vous abonner pour ne pas rater mes futures vidéos, donc mes vidéos budget, mes vidéos trucs et astuces, et puis mes vidéos menus aussi. Voilà, si vous avez d'autres thèmes qui concernent la banque, l'immobilier, que vous souhaiteriez que j'aborde, n'hésitez pas aussi à m'en faire part dans les commentaires, ça me fera très plaisir de vous répondre. Je vous dis à très vite et passez une excellente journée.